Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde dans la salle, bonjour aux gens en ligne qui assistent à l'atelier. Donc, bienvenue à l'atelier des éléments de contenu à approfondir et à enseigner, qui est le troisième d'une série qu'on appelle Compréhension enrichie. Donc, en ligne sur YouTube, il y a Compréhension enrichie 1, Compréhension enrichie 2 si vous voulez aller les écouter. Puis là, vous assistez maintenant à Compréhension enrichie 3. Donc, je me présente, Alexandre Chenette, je suis prof formé en éthique et culture religieuse, cohorte 2007. Jusqu'en 2018, j'ai enseigné le CR, puis ensuite, je suis allé au récit du développement de la personne, puis maintenant, depuis 3 ans, je suis en prêt de service au ministère de l'Éducation, accompagné de mes collègues Hélène Charon et Mathieu Lisotte. Hélène. Bonjour tout le monde. Je pense qu'on n'a pas besoin de se présenter trop longuement. Je suis la responsable du programme d'études culture et citoyenneté québécoise au ministère de l'Éducation et aussi sociologue, comme je le disais hier pour ceux qui étaient présents. Donc, je pense que c'est suffisant. Mathieu? Et Mathieu Lisotte, conseiller au programme d'études au ministère de l'Éducation, enseignant formé en enseignement de l'éthique et culture religieuse, puis je suis au ministère depuis 4 ans cette année. Donc, aujourd'hui, on vous invite à vous approprier des concepts afin d'accroître leur maîtrise et de planifier leur enseignement. Et on a choisi un concept par année du secondaire. Puis notre méthodologie, c'est de demander quel concept était le moins bien compris. Il y avait besoin de plus de clarification, d'explication, d'exemplification. Donc, on a passé ce sondage-là avec particulièrement des conseillers pédagogiques là, qui avaient des échos de leurs enseignants et enseignantes. Puis, on est arrivé avec cette sélection que vous verrez aujourd'hui. Donc, on va commencer avec une petite introduction sur les concepts en soi. Puis après ça, en secondaire 1, on va vraiment rentrer dans le concept de socialisation. En deuxième secondaire, c'est ordre social. Quatrième secondaire, pratique de bienveillance. Et cinquième secondaire, construction de soi. Donc, on va traverser chronologiquement le secondaire. Puis, pour chacun de ces concepts-là, on va avoir différents trucs à vous proposer. Donc, d'abord, on va se mettre au diapason la définition du concept dans le programme. Donner des précisions sur le concept, qu'est-ce qu'on entend par là, au-delà de la définition. On va vous offrir des références classiques si vous voulez aller approfondir le sujet davantage. Des références québécoises aussi, plein d'affaires, des ressources et finalement des exemples aussi. Donc, on va traverser ça pour chacun des 4 concepts ensemble aujourd'hui. Évidemment, après chaque concept, on va vous inviter, là, on va prendre le temps pour une question, une intervention, une ou deux entre chaque concept, là, pour pas attendre juste à la fin avant de poser vos questions. Donc, si vous avez des questions sur la socialisation, quand on va terminer les exemples, bien, on pourra y répondre avec plaisir. Donc, petite introduction sur les concepts. Bien, souvent, on se fait demander comment faire pour s'approprier les nouveaux contenus dans le programme, particulièrement ceux qui sont liés à la sociologie puis pour lesquels on n'a pas nécessairement eu de formation initiale. Fait qu'on voulait vous proposer en fait une séquence de types de documents à consulter parce que parfois on peut avoir des mauvaises stratégies puis s'orienter trop rapidement vers des briques qui finalement restent sur le coin de notre table parce qu'on n'est pas capable de les lire. Donc, pour chacun des concepts qui sont plus complexes à s'approprier, on vous suggère vraiment de commencer par des dictionnaires spécialisés en sciences sociales ou en philo. Nous, c'est comme ça qu'on a construit les définitions de nos concepts. C'est vraiment comme ça qu'on peut aller chercher l'essence de ce qui est à comprendre finalement à travers ça. Ensuite, l'autre étape, je n'ai pas pris le pointeur. Moi, attends un peu. Parfait. Il existe quand même de super beaux ouvrages de synthèse sur une réalité culturelle ou sur une personne, par exemple, si on veut en connaître plus sur Durkheim ou je ne vous conseille pas de lire l'œuvre complète. Là. Il y a plein de petits ouvrages très accessibles et de dictionnaires aussi biographiques. Ensuite, de vous orienter juste dans un troisième temps vers des ouvrages spécialisés, des articles scientifiques ou des classiques de la philo ou de la socio, parce que c'est souvent des ouvrages qui sont plus arides, qui vont être plus difficiles à s'approprier. Mais parfois, quand on se prend de passion pour un concept ou un autre, c'est super de se rendre là. Dernière petite remarque avant de se lancer vraiment dans les concepts eux-mêmes, l'importance de travailler les concepts en relation les uns avec les autres. Il faut vraiment sortir d'une vision additive des concepts dans le programme. Il n'y en a pas 350. On les articule, puis c'est comme ça que c'est beaucoup plus facile de les travailler. Ils ont des liens entre eux, puis les définitions dans le programme qu'on va vous présenter exposent très clairement ces liens-là. Donc, on commence avec socialisation. Oui?
Ben, c'est enregistré, puis j'imagine que ça va être déposé sur le À site de vérifier la avec PCCQ. l'association, mais nous, on a l'autorisation de vous la partager. Donc, socialisation, peut-être au départ surprenant de voir que c'est le concept le moins bien compris de secondaire 1, parce que c'est au cœur, mais justement, c'est d'autant plus pertinent d'en reparler, fait que c'est correct que ce soit celui-là qui est tellement... C'est vrai que ça peut être complexe, mais il est super important. Puis, tu sais, il y en a des profs qui enseignaient en 5, t'es comme, mais là, il faut que je comprenne les concepts de 1. Ben oui, socialisation, là, il faut absolument, comme pédagogue, si c'est pas clair pour vous, de faire ce qu'il faut pour l'apprendre davantage, puis c'est correct, là, ça se développe. Donc, ça me fait plaisir de revenir sur socialisation, mais savoir là, que c'est vraiment au cœur du programme. Absolument. Donc, on le retrouve dans le thème de identité et appartenance. Comme on disait, là, c'est vraiment interrelié. C'est très difficile de parler d'identité dans une perspective sociologique, par exemple, sans parler de socialisation, puis sans parler des groupes d'appartenance. Donc, de ne pas voir, il faut que je fasse 5 cours sur une colonne, puis après ça, l'autre colonne, des trucs comme ça. Tout ça, c'est vraiment imbriqué, puis c'est les orientations qui nous montrent toutes ces articulations-là. Donc, la définition processus continu par lequel un individu adopte progressivement les manières de penser, de ressentir et d'agir. Donc là, si vous connaissez la définition du programme de culture, on y retrouve les mêmes éléments. Relative à son ou à ses groupes d'appartenance. Ces processus débutent dans l'espace familial où les individus intègrent notamment des normes, des valeurs. C'est des concepts qu'on voit aussi dans les éléments de contenu relatifs à l'exercice des compétences. Des coutumes, des croyances et des perceptions qui y sont partagées. Donc, on parle de culture première, comme dans la définition de culture. Il s'étend ensuite à l'école, au groupe des pairs, aux univers professionnels, aux institutions politiques, religieuses, culturelles, sportives ou autres, culture seconde. La socialisation dans différents espaces permet à l'individu de réfléchir à ses manières de penser, de ressentir et d'agir. Donc, comme vient de le dire Alex, la socialisation, c'est un concept d'entrée dans la sociologie. Les premiers cours d'initiation à la sociologie commencent toujours avec ce concept-là, parce que c'est celui-là qui nous permet vraiment de comprendre le lien entre l'individu puis le collectif, puis les structures. Fait que quand on a de la difficulté à adopter une approche plus sociologique d'une notion, là, en général, on va mobiliser la socialisation, puis ça va nous aider. Puis on va en reparler plus loin, justement. Comment finalement on apprend, on intègre progressivement des croyances, des valeurs, mais beaucoup plus que ça. Hein. Hier, on a eu la conférence d'Étienne qui nous parlait du sourire. Pourquoi on ne sourit pas sur des photos au 19e siècle? Ça, c'est ce que d'autres sociologues ont appelé l'exis corporel, la manière de se tenir, la manière de se déplacer, la façon de parler, de poser sa voix. Ce sont un ensemble de choses qui sont souvent naturalisées. On pense que ça va de soi, qu'on est né comme ça. Mais quand on décortique, on réalise que ça fait aussi l'objet d'un apprentissage. Donc, tout cet apprentissage-là, des codes qui sont nécessaires pour vivre dans une société, c'est à travers la socialisation que ça se passe. Je vais prendre ça. Ah, ça, je l'ai dit. Et donc, c'est pour ça que c'est un concept qui a été placé en première secondaire. On en a besoin en 2, en 4 puis en 5. Donc, le remobiliser, c'est toujours une bonne idée d'une année à l'autre. Donc, on vous a proposé des petites références classiques. Là. Il y a beaucoup d'ouvrages de dictionnaires spécialisés qui proposent des belles entrées de dictionnaire sur la socialisation. C'est très accessible, puis ça nous permet des fois, quand on en lit plusieurs, de justement faire varier un petit peu notre compréhension, puis voir que, il y a ça aussi, il y a ça aussi. Tu sais, il n'y a pas une définition canon à part celle dans le programme CCQ. Mais donc, ici, je vous ai présenté Bernard Lahire, qui est un sociologue français qui s'est développé, on va dire, dans le giron de Bourdieu, qui a pris un petit peu ses distances avec Pierre Bourdieu et qui s'intéresse beaucoup justement à la sociologie de l'individu, donc comment se construit l'individu. À côté, on a Peter Berger et Thomas Luckmann, qui est un classique de la sociologie américaine sur la construction sociale de la réalité, qui va travailler beaucoup, beaucoup le concept de socialisation. Et finalement aussi un classique français, Claude Dubert, qui lui a travaillé vraiment ce concept-là plutôt dans la question du développement de l'identité professionnelle. Ça, c'est vraiment les 3 classiques qu'on aborde toujours en cours d'introduction. Et j'ai cherché des références québécoises, disons actuelles, ou en tout cas qui avaient travaillé cette question-là, puis j'en ai pas tant trouvé. Mais ça reste hyper utilisé dans toutes les recherches souvent. Et là, je suis allée chercher justement
une production de Francine Descaries, qui est une prof de sociologie à l'UQAM, qui a produit avec Marie Mathieu en 2010 un document, une recherche pour le Conseil du statut de la femme sur la construction justement du féminin et du masculin dans lequel la notion de socialisation est vraiment utilisée. Puis je pense que c'est très accessible là, pour toute la question de socialisation de genre. Maintenant, en termes de ressources, ce qu'il faut savoir, c'est que ce concept-là est à l'étude dans le programme français d'études en sciences économiques et sociales depuis quand même assez longtemps. Donc, je vous invite à aller voir sur le site que j'ai mis à l'écran où vous allez trouver une panoplie de références de ressources vidéo, de textes sur la socialisation dans différents milieux, dans différents contextes. Fait que vous pourrez aller puiser là-dedans puis trouver des choses vraiment intéressantes qui vont vous aider à parfaire votre compréhension de ce concept-là. Et pour ce qui est des exemples maintenant. Maintenant, les exemples. J'aime ça, donner des exemples. Je vais présenter 3 exemples, puis c'est pas, j'ai pas nécessairement une recette à donner, mais la socialisation comme telle, ça peut sembler aride si on dit on va réfléchir à la socialisation, puis là on a culture première, culture seconde, des normes, des valeurs, mais quand on vient le matérialiser avec des exemples concrets, ça devient vraiment plus simple là, à mon avis. Puis les 3 exemples que j'ai, le premier, ben, il y en a des classiques quand même, mais je pense qu'ils vont vous permettre en tout cas, ça va illustrer 3 manières dont la socialisation intervient. Le premier, c'est dans les relations amoureuses. Puis là, c'est toutes des choses qui se voient avec des concepts particuliers, puis des concepts principaux aussi qui sont dans le programme en première secondaire, entre autres avec l'identité, les groupes d'appartenance. Puis les relations amoureuses, mais ici, on est dans un exemple de socialisation secondaire. Les élèves, quand ils vont avoir leur première relation amoureuse, ils vont être en contact avec des nouvelles normes, avec des nouveaux univers culturels, avec des nouvelles attentes en matière de comportement, parce que les élèves vont côtoyer des nouveaux espaces de socialisation, qui est un autre concept qui est présent je pense que c'est une notion ou exemple indicatif là, dans le programme, mais en intégrant des nouveaux espaces de socialisation comme être avec l'autre, ma première blonde, mon premier chum, ma première fréquentation, les amis de l'autre, est-ce que c'est la même gang ou c'est une autre gang que j'incorpore, qui a d'autres normes, qui a d'autres façons de fonctionner, de parler, d'autres valeurs. La famille de l'autre aussi, qui va être un nouvel espace de socialisation. La communication en ligne avec l'autre. J'ai peut-être communiqué en ligne avec mes amis, avec ma famille, mais j'ai peut-être jamais eu, en fait, j'ai jamais été en communication en ligne avec un premier chum, une première blonde, une première fréquentation. Donc, tout ça, c'est de nouveaux espaces de socialisation pour les jeunes. Puis, la présence dans ces nouveaux espaces-là, la participation comme ça à ce nouveau, je veux dire la suite, là, mais c'est un nouveau rôle social qui est un autre concept qui est présent dans ce thème-là. C'est un nouveau rôle social que les jeunes, que les personnes qui vont avoir une première fréquentation, une première relation amoureuse vont avoir. Donc, il y a des nouveaux codes, une manière de s'identifier. Puis justement, depuis tantôt, je dis un nouveau chum, une nouvelle blonde, une fréquentation. Comment est-ce qu'on va s'identifier à ça? Donc, dans la dynamique d'appartenance aussi, ça intervient à ce moment-là. Donc, et là, on va agir plus ou moins, ou on va performer plus ou moins ce nouveau rôle-là en fonction de comment on a été socialisé aux relations amoureuses, les modèles qu'on a eus, comment nos amis agissent. Donc, on va agir plus ou moins en conformité avec ces nouveaux, les différents modèles qu'on a eus dans la famille, à l'école, dans les médias. Fait que voilà pour ça. Deuxième exemple, c'est la socialisation politique. Donc, ça tombe bien. Hier, c'était journée électorale. Là, ici, il y a un lien avec l'autre thème de première secondaire, donc vie collective et espace public. Il y a un lien avec deuxième secondaire. Si on est en deuxième secondaire, on pourrait justement parler de socialisation politique avec les institutions démocratiques du Québec et du Canada. Donc, déjà, juste le fait qu'à l'école, il y a des contenus qui sont maintenant obligatoires relatifs aux institutions démocratiques, c'est une forme de socialisation politique. On a décidé en tant que société qu'il allait y avoir des contenus qui allaient être enseignés formellement à l'école, mais c'est une forme de socialisation politique.
Les différentes expériences démocratiques qui sont vécues à l'école, c'est un autre exemple ici de socialisation politique. Donc, les simulations électorales que vous avez peut-être fait la semaine dernière ou hier dans d'autres écoles. Le conseil étudiant. La famille, c'est un espace de socialisation politique, plus ou moins encore là engagé, intense. Donc, est-ce que les parents parlent de politique à la maison? Est-ce que quand ça parle de politique, c'est correct, on développe, on s'engage, on débat, ou plutôt quand ça parle de politique, ah ben là, s'il y a dissensus, à ce moment-là, on apaise la discussion pour pas qu'il y ait de conflit. Donc tout ça, c'est de la socialisation, ça rentre dans la socialisation politique, mais aussi la participation des parents, puis plus largement de la famille, à des activités politiques comme le vote. Donc on permet aux enfants d'aller voter, d'aller marcher dans des manifestations. Il y a aussi les exercices de petits bureaux de vote. Je n'ai pas vu pour le fédéral, mais ça existe, je crois, au provincial, que les jeunes peuvent voter également. Tous les débats, les discussions qu'il peut y avoir dans l'espace familial. Puis enfin, les médias sociaux comme espace de socialisation politique. Donc, qu'est-ce que les jeunes consomment? À quoi ils sont exposés? Comme information, comme commentaires, qu'ils vont lire, mais aussi qu'ils vont produire donc, dans leur cercle les enjeux auxquels ils sont intéressés. Puis le dernier, puis lui, on le voit moins. Socialisation politique, vous l'aviez peut-être déjà croisé, les relations amoureuses aussi. Socialisation artistique, je l'ai trouvé intéressant parce que c'est quelque chose c'est quand même assez évident que apprendre à comment est-ce qu'on va se promener dans un musée, mais c'est pas naturel, là. C'est pas instinctif. C'était des mots qui étaient employés ce matin dans la présentation. C'est culturel d'aller au musée, d'être en silence, à distance des œuvres, on ne touche pas. Donc, il y a des... Comment? Il y a des codes, exactement, puis il y a des expériences qui vont être faites. Le fait qu'il y a des écoles qui vont aller au musée, il y a des journées de gratuité pour les enfants, pour les familles. Qu'est-ce que j'ai vu comme les muséos poussettes, les visites scolaires, des expositions dédiées aux enfants. Ceux qui sont à Québec, au Musée de la Civilisation, il y a un endroit pour les enfants au sous-sol qui est complètement différent du reste du musée, mais ça permet on va peut-être aller faire une exposition, puis les jeunes vont jouer en bas, ils vont se dégourdir, mais on va tranquillement pas vite intégrer différents codes muséaux qui sont de se déplacer lentement, de prendre le temps de lire. Donc ça fait partie justement des expériences de socialisation artistique. Puis il y avait un autre élément que je voulais dire, c'est que tout ça, toutes ces différentes formes de socialisation-là, on voit dans ça des variations d'une personne à l'autre parce qu'on n'a pas exactement les mêmes espaces de socialisation, mais il y a beaucoup d'éléments qui sont partagés. On a pour la plupart été au musée avec l'école, on va avoir des codes comme ça. Donc, il y a des variations, il y a des récurrences, puis c'est ça qui va être intéressant de voir en quoi il y a des différences, justement, puis en quoi il y a des similitudes. C'est entre autres en raison des espaces de socialisation. Je vais juste ajouter une petite affaire avant qu'on passe aux questions. Tu sais, les hypothèses de base en sociologie sont vraiment liées à ce concept-là aussi parce que, tu sais, on a parlé beaucoup du processus de socialisation, mais le résultat de ce processus de socialisation-là, c'est justement l'organisation de la société en différents groupes, en différentes catégories. Puis, tu sais, un classique de la sociologie, c'est la distinction de Pierre Bourdieu qui repose là-dessus, qui dit, bien, selon où tu vas être né puis comment tu vas avoir été socialisé, tu n'auras pas les mêmes goûts, pour reprendre l'exemple de Mathieu. Mais en fait, tout ton habitus, donc toutes tes dispositions, toutes tes préférences vont être structurées par ce milieu d'origine-là. Ça a été critiqué parfois comme une approche trop déterministe. C'est l'est moins qu'on dit que ce l'est souvent quand on se plonge vraiment dans l'œuvre, mais il reste que c'est vraiment une des hypothèses fondatrices de la sociologie que de prétendre que la société est organisée à partir de ce processus de socialisation-là. Est-ce qu'on a des questions, interventions, commentaires? C'est un concept avec lequel vous avez de la difficulté vous-même ou au contraire que vous trouvez facile à vous approprier? Vous pouvez lever la main, on va se déplacer si vous en avez. Des questions ou des trucs qui ont fonctionné en classe? Oui, des beaux exemples. Par exemple, comment vous l'avez abordé, si vous l'avez abordé avec des exemples concrets dans votre travail? Est-ce qu'il faut vivre avec le slang? Hey, yeah!
Merci. Donc, Isabelle Perrault, CSSMV. On est parti de la vidéo de Sam Breton pour le resto, pour culture première, culture seconde. On a flippé en musique. On est allé parler des éléments de culture. On est allé chercher leurs référents culturels à eux. Puis, les chocs culturels qu'on peut même vivre, nous. On est allé beaucoup dans l'humour, voir comme quelle situation farfelue vous avez vécue. Puis, en allant dans le farfelu, c'est de loin le concept qu'ils ont le plus acquis et qui sont capables de me remettre dans tous les autres contextes après. Donc, on a parlé des co-responsabilités. Ils sont allés me parler de leur culture première, culture seconde. On est en train de faire espace privé, espace public. Ils sont allés rechercher leurs éléments. Donc, pour nous, on est un peu flabbergasté de voir que c'est le thème qui est le plus difficile parce que pour nous, c'est au contraire celui qui a été le plus facilement acquis auprès de nos jeunes. On l'a fait en comme deuxième thème. Fait que je vais répondre comme nos boss nous disent. J'entends ce que tu me dis. Hein? Donc, on ne devrait pas les vivre en colonne. La réalité, c'est qu'en ce moment, on se l'approprie en colonne. Je vois, mais on fait des liens, on fait des allers-retours, mais de dire que tout ça est une grosse salade de fruits, que tout est mélangé dedans, il n'est pas sûr. Donc, on avait commencé avec identité, puis c'était comme, ouais, les élèves comprenaient, on était là, mais relations amoureuses, socialisation politique. J'aime la socialisation artistique, on n'y avait pas pensé d'aller dans les codes de ça. Puis nous, en plus, on est une école avec un art-études, donc je pense qu'on va faire du pouce sur cette idée-là, donc je vous remercie pour ça. Mais oui, participation sociale aussi, on est allé chercher des exemples concrets là, de conseil municipal jeunesse, aller voir des réalisations que les jeunes ont fait pour faire changer la société, même s'ils n'ont pas 18 ans et qu'ils ne peuvent pas voter, que c'est pas juste ça non plus l'espace citoyen. Donc, c'est intéressant. Super. Plein de beaux exemples, vraiment. Ce qui est intéressant, c'est de voir peut-être l'engouement, c'est ça, des élèves, parce que, comme on disait hier avec la conférence, c'est l'impression de voir un processus peut-être qu'ils ne voyaient pas avant de façon aussi claire. C'est vraiment le fun. Puis l'ambiguïté est souvent liée à la mission de l'école. Hein. Socialiser dans la mission de l'école, ça ne veut pas dire tout à fait la même chose que socialiser aux sciences sociologiques. Fait qu'il y a un petit déplacement là, qu'il faut opérer puis qui est important dans notre travail, mais je pense que manifestement, c'est acquis. Il n'y a pas de souci, en tout cas, chez toi, Isabelle. On a tout le temps pour une autre intervention? Une autre? Il y avait Louis-Philippe. Après Louis-Philippe. Bien, pour moi non plus, je n'avais pas de difficulté à le comprendre, mais de la façon que je l'ai apporté aux élèves le premier cours, c'était de faire la comparaison avec les végétaux, c'est-à-dire les arbres, où ben, là, ils se posent des questions. Ils sont comme, voyons, c'est quoi ce cours de bio de merde? C'est quoi ce cours de bio où j'explique le processus, la graine, à éviter là, avec des secondaires 2, là, mais c'est pas grave. Là. Puis comment l'arbre communique avec d'autres arbres, comment il grandit, puis qu'au final, on voit dans le fond une forêt, puis je suis comme, comment ça se fait que les arbres de la même essence, fait que là, je montre toutes des photos de pin blanc, comment ça se fait que tous les arbres sont différents, puis qu'ils ne sont pas identiques. Puis là, finalement, on ressort des affaires de, OK, il était dans différents environnements. Le sol n'était pas le même. Il y avait peut-être un arbre plus grand à côté. Il était entouré d'arbustes, tout ça, ce qui fait en sorte qu'il pouvait aller chercher un petit peu plus la luminosité. Il y a eu de grands vents et tout. Puis là, on fait le lien entre l'environnement dans lequel grandit un humain, que techniquement, oui, on a notre bagage génétique, là, comme n'importe qui, mais que ça fait en sorte que 5 ans, 10 ans, 15 ans, selon les grands vents qu'on a vécus, selon les arbres qui étaient à côté de nous, selon les racines qu'il y avait dans le sol, selon la composition des sols, on s'est formé de façon différente. Puis que ce n'est pas nécessairement juste notre famille qui est là-dedans, mais que c'est quelque chose de beaucoup, beaucoup plus global. Puis après ça, on est embarqué, aussi avec la vidéo de Sam Breton, là, qui était comme... je pense que le récit, il pousse beaucoup, admettons, dans Pizza Pochette, puis tout ça. Puis on a aussi abordé énormément la sociologie de genre. Fait qu'aller chercher un peu de Mars et Vénus, comme venir comparer les tableaux des premiers mots chez les garçons versus les filles, puis d'aller établir des constats. Donc, de se dire, OK, les filles, avant l'âge de 2 ans et demi, apprennent des mots plus complexes comme crème glacée ou s'il vous plaît,
alors que des garçons, c'est vroom, hockey, pénis, tracteur. Puis là, on peut voir l'évolution de la socialisation. Bien, ça a des impacts rendus au secondaire, ça a des impacts rendus à quand on va choisir un domaine de travail. J'arrête de parler. Merci. Merci, hein, puis ça me dit quelque chose, ce tableau-là. Mais merci, c'est d'autres super beaux exemples, effectivement. Puis les analogies, c'est pas Mathieu qui va s'opposer à ça. C'est toujours pratique, effectivement, pour aborder ces concepts-là qui, finalement, sont accessibles. C'est ça qui est intéressant de voir dans vos exemples. On enchaîne? Génial, merci de vos partages, super inspirant. Donc, en secondaire 2, on va procéder avec l'ordre social qui est dans le thème démocratie et ordre social. Donc, avec les concepts de démocratie, institutions démocratiques du Québec et du Canada, droits et responsabilités. Une autre petite surprise de le retrouver dans le concept le moins maîtrisé, étant donné que c'était un concept pour ceux qui étaient là en ECR, qui était déjà présent. Donc, je pense que peut-être on a peut-être des fois, non, je le spécule, mais peut-être une version assez large, une compréhension large de l'ordre social. Puis on veut savoir maintenant, c'est quoi les distinctions. Entre autres, en secondaire 1, on voit l'idée de cohésion sociale en secondaire 1, qui est plus le degré plus ou moins élevé d'adhésion de la population aux normes d'un groupe ou d'une société. Quand on parle vraiment d'ordre social, après ça, ben là, on va s'intéresser comment les institutions démocratiques vont mettre en place des règles, puis on va parler aussi dans les orientations, on va le mettre on va parler de transgression, qu'est-ce qui se passe quand on ne respecte pas les règles en place, les sanctions, les punitions qui peuvent arriver, des choses comme ça. Donc, on va lire la définition ensemble telle qu'elle est assez courte, celle-là, comparée à celle de socialisation. Pour ordre social, on parle de stabilité relative d'une société ou d'un groupe qui est le résultat de l'ensemble des mécanismes formels et informels qui visent le respect des normes et la cohésion sociale. Donc, précision encore sur ce concept-là. Je vais te prendre le pointeur. Ça aussi, ce n'est pas pour rien que c'est un concept important en secondaire 2, qu'on l'a placé après la socialisation. C'est aussi une question fondatrice de la sociologie, c'est-à-dire celle-ci, comment ça se fait que malgré toutes les tensions, les inégalités, les conflits, ça tient pareil, la société. Fait que là, ben, les sociologues se sont beaucoup interrogés sur qu'est-ce qui assure cette relative stabilité-là sociale dans différents types de régimes politiques, dans différents types de sociétés. Donc, toutes les écoles sociologiques ont réfléchi à cette question-là, en commençant par l'école durkheimienne, qui va donner naissance justement à ce qu'on certains appellent une sociologie de l'ordre, justement, qui va aboutir dans ce qu'on appelle le structuro-fonctionnalisme. Donc, avec... je vais aller après avec... je vais attendre. Mais donc, dans toutes les écoles sociologiques, on a abordé cette question-là de façon importante. Puis en 2 mots, c'est l'hypothèse de base de Durkheim, c'est que, dans le fond, le tout social, donc l'ordre social, c'est plus que la somme de ses parties. C'est ça que ça veut dire, la société est une réalité sui generis. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe dans cette interaction entre les individus qui va produire quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes et qui va donc générer de l'ordre social. C'est comme je le disais, c'est particulièrement utilisé dans les écoles structuro-fonctionnalistes. C'est comme ça qui les intéresse le plus, eux. Mais toutes les approches sociologiques et philosophiques aussi, là, parce qu'on parle beaucoup de sociaux, là, mais c'est des concepts qui sont abordés aussi en sociologie plus classique, vont le travailler. Tu sais, par exemple, les interactionnistes symboliques se demandent aussi, à une autre échelle, comment ça se fait que quand on arrive dans un ascenseur, on sait où se placer, puis qu'il n'y a pas de conflit ouvert, qu'il y a comme un agencement des individus qui réagit à certaines règles qu'on ne voit pas nécessairement, mais qui sont quand même liées à des normes. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est beaucoup lié aux institutions sociales. Mathieu, tantôt, va vous donner des exemples justement qui distinguent les règles formelles, informelles, tout ça. Donc, c'est important de les avoir toujours en tête quand on travaille l'ordre social. Il y a un aspect lié vraiment aux institutions, aux règles qui encadrent notre vie, à certains groupes sociaux qui ont des responsabilités en termes de maintien de l'ordre, mais aussi aux représentations collectives, hein, parce que c'est là aussi que ça se passe, justement, définir ce qui est légitime, ce qui n'est pas légitime, des sanctions formelles, informelles, etc. Et donc, dans les références classiques, vous ne serez pas étonné de retrouver Émile Durkheim avec ses ouvrages fondateurs, Les règles de la méthode sociologique, puis de la division du travail social.
C'est vraiment les deux classiques là, qui ont lancé cette réflexion-là pour comprendre comment, même si on se spécialisait, plus les sociétés devenaient complexes, il y avait une division du travail, on se spécialisait de plus en plus, donc on était de plus en plus différents les uns des autres, mais malgré ça, il y a quelque chose qui fait que ça tient ensemble. Donc, la continuité du structuro-fonctionnalisme, là, ça aboutit chez Talcott Parsons aux États-Unis autour de 1950, dans la Trente Glorieuses, là, c'est Talcott Parsons, le chef de la socio aux États-Unis. Là, c'est un peu gros, mais quand même, il a été très important. Puis, il va donc aboutir, Talcott Parsons, dans le travail d'un des sociologues importants au Québec, Guy Rocher, qui a fait sa thèse de doctorat avec Talcott Parsons et qui va donc venir résumer souvent. Tu sais, Guy Rocher a fait quand même beaucoup d'ouvrages synthèse, notamment sur Talcott Parsons, mais pas que. Donc, il va s'intéresser beaucoup au droit, justement, à l'ordre juridique, mais ça s'inscrit justement dans cette réflexion-là sur l'ordre social. Et il y en a des articles plus récents aussi au Québec, évidemment, qui travaillent sur tout ce qui touche justement les forces policières, comment finalement les forces policières assurent le maintien d'une certaine vision de l'ordre social. Il y a beaucoup d'articles récents qui portent là-dessus. C'est juste un exemple. Et comme pour socialisation, ordre social aussi, c'est un concept obligatoire en sciences économiques et sociales en France. Comme ils ont quelques années de longueur d'avance sur nous, on peut aussi aller se nourrir sur leur site où justement, il y a toutes sortes de ressources intéressantes pour l'aborder sous différents angles. Puis plus on le sait, hein, dans CCQ, plus on intègre des perspectives, puis on aborde nos questions sous différents angles, puis mieux on maîtrise les concepts qu'on essaie aussi d'enseigner aux élèves. Voilà. Les aspects que Hélène disait, la formalité, l'informalité de l'ordre social, c'est un élément qui est super intéressant à aborder avec les élèves. Ils aiment ça. De mon expérience, c'est quelque chose qu'ils apprécient, qu'ils sont capables de voir aussi. Puis, il faut de garder en tête aussi que l'ordre social, ça a pour but, puis c'est dans la définition du programme, ça a pour but de maintenir les normes actuelles. Là, ça contribue à ça. Donc, c'est pour ça qu'on va parler des normes qui sont tantôt formelles, tantôt informelles, de contrôle qui est formel ou informel, puis des sanctions qui vont être formelles ou informelles. Je trouve que c'est vraiment des éléments qu'on peut aller observer avec les élèves relativement facilement. Puis là, avant d'aller aux exemples plus concrets, mais les normes formelles, bon, c'est les lois en vigueur, par exemple, le Code de la sécurité routière, les règles qu'on a à l'école. On est dans des normes formelles. Ensuite de ça, contrôle formel, si on prend le Code de la sécurité routière, la présence et les interventions des agents de la paix, là, on est dans un contrôle formel. Et la sanction formelle, là, c'est les peines de différentes natures qui vont d'une amende à des peines d'emprisonnement. Donc, on va aller dans plusieurs directions possibles. Donc, pour ce qui est des normes qui balisent les comportements sexuels, là, je vais aller avec un exemple de normes formelles. Donc, il y a certains, puis là, ici, on s'inscrit, ça peut être étudié en deuxième secondaire en combinant les deux thèmes, donc autonomie et interdépendance, puis également les institutions, démocratie et ordre social, parce que là, on est dans l'ordre social. Donc, il y a certains comportements sexuels qui sont interdits par la loi, donc les agressions sexuelles, le partage d'images intimes sans consentement. Donc, l'idée ici, c'est pas d'aller gruger du matériel, du contenu qui est en quatrième secondaire avec l'encadrement juridique de la vie amoureuse et sexuelle, mais on peut quand même s'intéresser aux balises larges sans aller dans le détail nécessairement, puis de s'intéresser au fait que, justement, il y a des lois qui existent par rapport à ça. Le contrôle formel, c'est qu'il peut y avoir une enquête policière. Puis là, il y a des éléments là-dedans qui sont relativement récents avec le nouveau tribunal qui a été mis en place sur pour les agressions à caractère sexuel. Mais il y a une enquête policière qui peut être menée à la suite du dépôt d'une plainte. Puis la sanction formelle, encore là, l'arrestation d'une personne qui est suspectée, sa détention dans certains cas, la prononciation d'une peine, etc., l'interdiction d'approcher une victime. On est dans des sanctions qui sont formelles. Donc, ça, c'est pour l'exemple en lien avec le comportement sexuel.
Encore une fois, un exemple assez d'actualité avec les élections d'hier, ben, c'est la loi électorale. Donc, la loi électorale, c'est une norme formelle. Ça va venir encadrer qui peut voter, comment peut s'organiser le financement des partis. Donc, ici, avec les institutions démocratiques qu'on retrouve dans le même thème, ben, c'est intéressant de venir aborder ça. Les dépenses électorales, là, il y a la loi électorale, là, c'est un sacré document. Il y a beaucoup d'éléments qu'on peut aller aborder là-dedans. Le contrôle formel, ça, c'est peut-être quelque chose qu'on est un peu moins. Moi, il a fallu que j'aille vraiment valider qui s'occupait de ça, mais ils étaient présents dans le Congrès. C'est Élections Québec qui a le mandat de faire enquête pour déceler des infractions aux lois électorales. Donc, une candidature qui serait déposée, il y en a eu une d'ailleurs là, dans la région de Québec qui était. Mais ça, c'était pas. On n'est pas dans les élections provinciales, là, mais. Bref, ça arrive des fois qu'il y a des candidatures qui sont inacceptables, qui ne sont pas recevables. Au Canada, c'est le commissaire aux élections fédérales qui a ce mandat-là. Il peut y avoir des poursuites. Et dans les sanctions, ça va en fonction de l'infraction qui a été commise. Ça peut être des amendes, ça peut être le rejet d'une candidature, comme on a vu. Ça peut être la perte de certains droits, dont le droit de se présenter, voire la perte d'une élection. La personne qui aurait commis une infraction, si cette infraction-là est découverte après que la personne a été élue dans son comté, pourrait se voir refuser ça. Donc, encore là, on est dans l'ordre social formel. Puis, pour le côté informel, le fait d'aller voter, ça, c'est quelque chose qui est intéressant encore là. Donc, la norme informelle, c'est dans les différentes discussions qu'on va avoir avec la famille, les amis, les médias qui vont entretenir certaines idées du genre « Hey, aller voter, c'est important, c'est ton devoir de citoyen. » Donc, il y a une norme qui est présente. Il faut que tu ailles voter. T'as-tu 18 ans? T'as-tu été voté? Là, je parle trop fort. Quand je pense. Je sais pas trop, j'ai l'impression que ça coupe. C'est la sanction informelle du jour. Donc, une belle... C'était tout planifié. Le contrôle informel, là, ça va être, par exemple, le lendemain. Là, moi, j'ai pas personne qui m'a dit ça encore, là, mais « Hey, t'as-tu gagné tes élections? » C'est une sorte de contrôle informel parce que là, on va vouloir savoir « T'as-tu été voté? » Pour le bon parti. Il y a ces différentes dimensions possibles qui peuvent intervenir. Puis là, la sanction, on peut être dans la désapprobation. Donc, t'as pas été voté. Hey, tu peux pas chialer, t'as pas été voté. Ou des moqueries, peu importe, t'as perdu tes élections. Mais la sanction, là, je le dis avec la sanction, mais ça peut être aussi quelque chose de positif, là, une approbation, une rigolade, tape dans les mains. Et là, je vais défiler comme ça pendant les 15 prochaines minutes. Non, mais ça peut être relativement varié. Non, n'importe son barré. Voilà pour ça. OK, donc... As-tu quelque chose? Non, c'est bon. Intervention, question sur l'ordre social. Merci beaucoup. Moi, j'adore, au fond, la petite précision aussi sur les concepts. On dirait que ça m'allume plein d'affaires. Puis la première chose qui m'est venue, c'est une vidéo, peut-être que vous avez déjà vue. On est dans une salle d'attente chez le médecin. Et il y a vraiment quelque chose de particulier qui va arriver. C'est qu'on a tout le monde qui est de connivence, une nouvelle personne qui arrive et il y a une cloche qui sonne. Et tout le monde dans la salle va se lever à la cloche et la personne qui est nouvelle ne comprend pas trop ce qui se passe et va finir par joindre le groupe pour être dans la norme. Et au fur et à mesure, tout le monde va quitter. Il va rester juste des personnes qui n'étaient pas là au départ et tout le monde est rendu dans la norme. Et là, tout le monde fait ça. Puis moi, je l'avais vu beaucoup dans Dynamique d'appartenance aussi, conformisme et tout ça. Mais là, je me dis, OK, il y a peut-être une espèce de code. On est tellement habitué dans l'ordre social on ne veut pas créer de chicane ou je ne sais pas quoi. On veut que ça se passe bien. Donc, on adhère à la norme. Est-ce que ce serait peut-être une espèce de façon de le voir, l'ordre social qui s'auto-crée en peu de temps? Mais il y a des liens, là, c'est sûr, à faire. Moi, j'avoue, je le conserverais plus aussi pour comprendre les logiques de conformisme, Ouais. avec un œil critique, parce que
des fois, c'est un peu caricatural la manière dont on peut présenter le conformisme. Tu sais, faut toujours se rappeler que c'est contextuel. Hein? Puis c'est pour ça que la socio, puis CCQ, tu sais, on veut voir dans quel contexte on peut se conformer à certaines choses, puis dans quel contexte on ne se conformera pas. C'est ça qui est intéressant à observer. Mais effectivement, puis il y a plein d'enquêtes classiques en plus sur le conformisme que je pense que vous utilisiez déjà en ECR là, pour aborder cette question-là qui est super intéressante. Mais ta question, je trouve, ou ton commentaire montre bien qu'il y a vraiment des liens entre les concepts du programme qu'on peut réinvestir quand on vient travailler un nouveau concept comme ordre social. On peut réinvestir socialisation, puis conformisme ou différenciation. Fait que c'est très intéressant parce que tout ce qui est transgression aux normes, tu sais, le fait justement de refuser certaines règles, donc d'être anticonformiste, tu sais, on est vraiment mais on est à une échelle plus large, on va dire peut-être en secondaire 2, dans l'ordre social. On est plus dans l'ordre de où est-ce qu'on peut voir des grandes transgressions, qu'est-ce que ça implique, ces transgressions-là, plus que qu'est-ce qui va faire qu'un individu va s'inscrire dans une dynamique d'appartenance plus conformiste, anticonformiste, ou en tout cas de différenciation, d'opposition, etc. Mais il y a des beaux liens, effectivement. Bien, justement, puis ça, c'est une autre question que j'ai. Est-ce que vous les avez fait, ces liens-là, entre secondaire 1, 2, 4 et 5? Parce que là, spontanément, c'est là que je suis allée. Parce que oui, il y a des liens à faire à l'intérieur d'un même niveau. Mais ensuite, qu'est-ce que je peux retaper comme clou, moi, si je suis en 4e secondaire, puis que je sais que s'il y a des préalables, je sais que c'est peut-être dans 5-10 ans. Là. Mais mettons, moi, je suis CP, puis ça m'intéresse. Fait que, parce que je remarquais dans la définition que vous aviez aussi tantôt d'ordre social secondaire 2, il y a cohésion sociale de secondaire 1, puis là, je me disais, oh, OK, on peut vraiment faire beaucoup de chemin, je pense, pour faire des liens avec nos élèves. Fait que je me demandais des si vous mises l'aviez en déjà abîme fait. infinies. Oui, Mais non, on y a pensé effectivement. Dans la progression des concepts, quand on les a élaborés, justement, il y avait 2 logiques différentes qu'on a souvent présentées. Pour ceux qui portent plus sur la dimension personnelle, interpersonnelle, il y avait vraiment cette logique-là de partir de l'individu, puis de la construction de l'individu, de l'élargir vers les relations avec les autres, la manière de se positionner dans ces relations-là, puis ensuite de se projeter. Fait que, tu sais, ils ont été pensés vraiment pour pouvoir être réinvestis d'une année à l'autre. Puis dans tous les concepts plus liés à la citoyenneté, c'est la même chose, du plus large au plus spécifique, mais en pouvant les réinvestir effectivement. J'ai une autre intervention ici. Merci. Moi, je viens de la philo, donc la sociologie depuis 1 an et demi, c'est une constante préoccupation de me mettre à jour. J'ai de la difficulté à saisir c'est quoi les écoles de sociologie qui sous-tendent le programme de CCQ. Hélène, on t'entend beaucoup parler de Durkheim, mais il y en a plein d'autres. On peut aller jusqu'à des écoles constructivistes, on peut aller dans le structuralisme, on peut aller même jusqu'au postmodernisme. Il faut que je lise quoi, là? Parce qu'on s'y perd un peu, puis on peut aller loin dans certaines écoles. Par exemple, là, je vais vous laisser répondre après. J'ai lu un livre qui s'appelle Le bêtisier du sociologue de Nathalie Anhitch. Je ne sais pas si je le prononce bien. Puis j'avais vraiment aimé ça parce qu'elle parle des biais des sociologues dans la recherche pour me rendre compte finalement que c'est une sociologue très engagée qui se braque contre le postmodernisme. Donc, moi, je trouve ça intéressant, mais on va où? Puis il y a de la sociologie militante aussi, jusque dans les universités. Donc, c'est quoi les écoles qui sous-tendent le programme? Puis y a-t-il des écoles qu'on peut aussi faire attention de... Y a-t-il une balise là-dedans? Là? Parce qu'on peut se perdre. C'est une excellente question, mais comme dans n'importe quelle discipline, on peut se perdre effectivement. Nathalie Anhitch, c'est une sociologue de l'art qui a été très critique aussi des postures bourdieusiennes, là, donc de Pierre Bourdieu. Mais il n'y a pas d'école en tant que telle. C'est-à-dire que le programme de CCQ, ça ne filie pas à une école de pensée. On ne peut pas faire ça dans un programme d'études. Dans un programme d'études, c'est comme un premier contact avec des contenus disciplinaires, mais où on ne va pas aller proposer une approche plutôt qu'une autre. C'est sûr qu'on tend, en fait, il faut plus aller voir, plus que dans les concepts, il faut aller voir aussi dans la compétence où est finalement la vision de ce qu'est la démarche sociologique. Puis on pourrait dire qu'on est dans une approche qui vient un peu réconcilier. Là. On veut
on veut travailler à la fois les déterminations sociales, mais aussi la marge de manœuvre dont les individus disposent pour pouvoir se mouvoir dans cet espace social-là. Donc, on n'est pas logé à une place en particulier. Moi, ce que je conseille, comme tout à l'heure, c'est de travailler de façon plus globale, une bonne compréhension du fait que la socio, c'est un espace de discussion, comme toutes les disciplines, puis que c'est une compréhension plus globale des discussions, des principales questions qu'on se pose. C'est plus important que d'approfondir une école en particulier. C'est comme ça que je répondrais, Louis-Philippe, parce que, tu sais, il y a des approches qui sont... on va dire juste les études féministes, par exemple. OK, mettons la sociologie féministe. Bien, même là-dedans, tu as tout un spectre de rapports à la discipline, de rapports à la connaissance, d'objets, de spécialités. Fait qu'il n'y a pas une école ou un ouvrage là, à lire, puis tout va s'éclaircir. Fait que de garder une posture plus généraliste, je pense que c'est la bonne attitude. Avec des ouvrages de synthèse simples, par exemple, ça reste la meilleure option, à mon avis. Un peu comme Étienne faisait, je reviens sur le bouquin des Kevin, mais de mobiliser des fois l'auteur selon le concept que tu abordes, selon le sujet. Fait que là, comme tantôt, on a un petit peu de Bourdieu, un petit peu de Durkheim, puis là, on va continuer avec d'autres plus loin. Donc, les jeunes, nous, ça peut être le fun là, quand on est des tripeux de savoir dans quelle école de sociologie ça s'inscrit, choses comme ça. Mais je pense qu'on peut faire ce filtre-là de pédagogues. Ils n'ont pas besoin, les plus mindés qui viennent t'emprunter des livres, là, tu peux jaser avec eux autres et aller plus loin. Mais je pense que nous, dans le fond, notre rôle, c'est justement cette approche-là d'introduction à la démarche des sciences humaines. OK, donc le temps file. On enchaîne en secondaire 4, quatrième secondaire, avec pratique de bienveillance. Ça, on est quand même content que ce soit celui le moins compris, d'une certaine façon, ironiquement. On aimerait que ce soit bien compris. Mais il y a des choses importantes à savoir, puis il y a beaucoup d'incompréhension aussi avec ou des conceptions variées de ce concept qui s'inscrit dans le thème relations et bienveillance avec expérience intime positive et communication numérique. Donc, vous voyez ici les concepts particuliers là, qui se retrouvent sous pratique de bienveillance. On a celui du care, l'altruisme et l'écologisme. Donc, les pratiques de bienveillance sont des actions qui visent à répondre aux besoins des personnes et à entretenir les relations ou qui sont motivées par une forme d'altruisme ou de souci de l'autre. Ces actions impliquent la reconnaissance du caractère partagé de la dépendance et de la vulnérabilité. Attention aux détails, aux sensibilités, au contexte particulier et à ce qui est important pour le bien-être de l'autre intervient dans les pratiques de bienveillance. Donc ça, c'est un thème dans lequel c'est facile de tomber dans une posture normative, hein, vous le savez. Encourageons nos élèves à être bienveillants, ce n'est pas ça le but dans ce thème-là. C'est bien qu'on veut bien qu'ils soient bienveillants, ce n'est pas ça le point, là, mais les apprentissages à faire, ce n'est pas d'incorporer la norme, c'est plutôt de réfléchir à cette norme-là. Et donc, les sous-concepts qu'on a présentés tantôt se rattachent à plusieurs courants de pensée différents, tant en philosophie qu'en sociologie, qu'en sciences politiques, que voire à certains courants religieux aussi, quand on est dans l'altruisme, par exemple, on pourrait aller dans cette voie-là. Mais il reste que nos deux disciplines, c'est la philo et la psycho. Donc, Non. Voyons, c'est un beau lapsus, la philo et la socio. On va faire du montage. Et donc, le care en particulier, c'est un concept qui a été élaboré d'abord en études féministes, à partir de la psychologie, justement, hein, parce qu'on va le voir, là, Carol Gilligan, c'est proche de la psychologie puis de la réflexion éthique, mais on est à l'interface, mais qui a été aussi travaillé énormément en sciences politiques, avec quelqu'un comme John Tronto, qui est super intéressante. Un livre qui s'appelle « Un monde vulnérable », dont je recommande la lecture à tout le monde, mais aussi en sociologie, évidemment. Donc, l'angle philo-socio, qu'est-ce que c'est en CCQ à propos de ça? Bien, ce n'est pas un angle psychologique ou moral. On veut comprendre et interroger ces normes-là plutôt que convaincre les élèves d'être bienveillants. Et le genre de questions qu'on peut se poser pour faire cet exercice-là, ça peut être, par exemple, c'est quoi la place de l'altruisme, du care ou de l'écologisme dans notre société? Qui définit la bienveillance? C'est qui est responsable des pratiques qu'on considère comme bienveillantes? Qui les réalise, ces pratiques-là? Comment c'est organisé? Quelle reconnaissance on accorde à ce travail-là dans notre société? Comment s'apprennent ces pratiques-là? On revient à la socialisation. Ce n'est pas tout le monde qu'on charge de ces pratiques-là, par exemple, dans l'espace professionnel. C'est qui, comment, pourquoi?
Là, on est vraiment dans une réflexion de compréhension. Puis, c'est quoi les effets de ces pratiques-là sur les relations, la cohésion sociale, le vivre ensemble? C'est quoi la visibilité qu'on donne aussi collectivement à ces pratiques-là? Il y en a qui sont plus visibles, d'autres le sont moins. Et donc, je l'ai dit, Carole Gilligan a une voix différente. Hein, c'est le classique qui a justement un peu lancé cette réflexion-là sur la question de l'éthique du care. Fait que le care, on peut le travailler vraiment en éthique, hein, pour travailler soit les réflexions classiques sur l'éthique de la justice, l'éthique du care, puis on peut le travailler en sociologie aussi d'une façon intéressante, notamment avec des auteurs comme, c'est des Françaises, là, Pascale Molinier, Sandra Logier et Patricia Paperman, que j'adore, qui sont vraiment philosophes, politologues et sociologues. Donc, c'est comme un trio qui combine toutes ces perspectives-là. Et donc, ce petit ouvrage-là, qui est comme une espèce de synthèse, vient vraiment présenter toutes les principales réflexions qui ont pu se développer dans ce courant-là depuis les dernières décennies. Puis j'ai quand même mis Serge Moscovici parce que, justement, si on ne veut pas rester cantonné au care, puis qu'on veut aller plus largement vers l'altruisme aussi, puis vers d'autres dispositions qui sont peut-être pensées un peu autrement, la psychologie sociale, hein, qui est vraiment l'interface de la psychologie, mais qui est quand même résolument ancrée en sociologie parce que on pose des questions de type sociologique. Serge Moscovici, là, c'est un classique. Là, c'est vraiment comment on construit finalement ces relations-là à autrui dans notre environnement social, dans nos interactions. Puis pour ce qui est du Québec, ben on a quand même beaucoup de choses qui se sont faites là-dessus au Québec. Sophie Bourgault et Julie Perrault, là, c'est un ouvrage assez récent qui fait justement, c'est un collectif qui propose différentes réflexions sur la question du care, publié au Remue-Ménage. On a beaucoup de, souvent, tu sais, un des exemples qui revient souvent pour réfléchir au care, c'est le travail auprès des enfants, le travail auprès des aînés, le travail non rémunéré. Et il y a beaucoup de travaux, là, ici je vous mets un exemple d'article intéressant sur la place qu'occupe justement le care, les dispositions de souci de l'autre dans la pratique professionnelle des éducatrices, par exemple, à l'enfance. Les travaux classiques, là, ils montrent que dans le processus de professionnalisation, puis là, je m'adresse plus aux professionnels en vous que ce qu'on peut faire avec des élèves peut-être, là, mais ça va vous intéresser probablement de savoir que toutes les études historiques qui portent sur la professionnalisation des métiers féminins montrent que ce qu'on déleste en premier vers ce qu'on considère être des métiers inférieurs dans l'échelle sociale, c'est tout ce qui relève du care. Donc, si on veut augmenter notre légitimité comme infirmière, on va laisser le lavage des patients à un autre corps professionnel qui va s'en charger puis qui va être moins reconnu que nous. On va pouvoir augmenter notre reconnaissance en se défaisant de ça. Ça, c'est toutes des réflexions super intéressantes sur justement la valeur qu'on accorde socialement à ce genre de pratiques-là. Puis finalement, il y a un ouvrage ici, c'est Marie-Hélène Parizeau, qui est une prof de philo à l'Université Laval, avec Vanessa Nouroc, qui n'est pas une Québécoise, mais c'est une philosophe aussi, qui ont réfléchi justement à toute la question du care dans le contexte de la pandémie. Fait qu'il y a beaucoup d'articles dans ce collectif-là qui portent aussi sur le Québec. Et pour ce qui est des ressources, bien évidemment, le Conseil du statut de la femme a produit des données justement sur la question du travail de care dans le contexte de la pandémie, donc des données plus empiriques que ce que les philosophes ont proposé. Et il y a beaucoup d'événements. Là, c'était juste pour montrer un exemple. Il y a beaucoup d'événements en milieu universitaire. C'est extrêmement actif en ce moment. Ce qui se fait, ce qui se discute sur ces questions-là. Donc, quand on est à l'affût un peu, des fois, juste cette page-là que je vous ai mis là, ça synthétise un peu les grands enjeux, puis ça nous permet vraiment de nous approprier cette question-là avec quelques lignes. Donc, pour ce qui est des exemples, c'est moi qui reste en exemple ce coup-ci. Moi, ce que je trouve important de faire avec les élèves, c'est justement un exercice de repérage, hein, être capable de voir justement, d'observer dans leur environnement familial, scolaire, elles sont où, tu sais, les pratiques de bienveillance, les pratiques de care. Donc, comment être capable d'abord de les décrire avant de se prononcer, tu sais, sur ce serait quoi une pratique de bienveillante ou pas bienveillante. Donc, de se donner d'abord comme objectif de mieux les connaître. En quoi est-ce qu'elles consistent, ces pratiques-là? Qui les réalise? C'est toujours une bonne question à se poser.
Et donc, c'est ça. Quelle place elles occupent, par exemple, dans l'organisation du travail, dans nos milieux, dans une école, dans un hôpital, dans les milieux qu'ils fréquentent, pour leur faire voir justement peut-être ce qu'ils ne voient pas spontanément. Parce que tous les travaux sur le care vont montrer qu'un bon travail de care, c'est un travail qui s'invisibilise lui-même. Tu sais, une bonne pratique d'accompagnement de quelqu'un qui ne va pas bien, bien, il faut que cette personne-là ne se rende même pas compte qu'on est en train de faire des choses pour que sa dignité soit respectée. Donc, tout ça, c'est des aspects hyper intéressants à observer pour les élèves dans des milieux concrets qu'ils connaissent. Parce que, tu sais, un des aspects aussi autour du care, hein, c'est que ce qui est important, c'est d'essayer de rattacher ça à des expériences très concrètes, de voir comment ça se passe dans la vie réelle. L'éthique du care, hein, s'est beaucoup opposée à cette idée qu'on pouvait définir des grands principes pour répondre à des questions éthiques. Il fallait aller voir comment ça se passait sur le terrain. Donc, on peut le faire de façon justement descriptive avec nos élèves. Mais je pense que l'autre étape, ce qui est intéressant, c'est de voir que définir ce qui est bienveillant, c'est compliqué. Puis, selon qu'on est la personne qui donne ou qui reçoit une pratique qui est supposée être bienveillante, on n'aura peut-être pas la même vision de ce que c'est la bienveillance. Puis ça, il y a énormément d'exemples qu'on peut aborder avec les élèves. Ça peut être les pratiques parentales, hein, entre la bienveillance puis le contrôle, ou la protection puis le contrôle, toute cette tension-là. C'est souvent, il y a beaucoup de pratiques de protection qui deviennent des pratiques de contrôle et qui se font au nom de la bienveillance. Fait que ça, c'est vraiment intéressant d'aller investir ces tensions-là, soit dans une réflexion éthique, mais même dans une réflexion plus de compréhension autour de qui définit ce qui est bienveillant, puis c'est quoi les différentes perspectives peut-être sur une pratique et sa dimension bienveillante ou non. Ce qui est intéressant aussi, ce qui est important pour dénaturaliser parce que, tu sais, quand on est dans les normes, quand on est dans la morale, on peut avoir l'impression facilement que c'est évident, là, ce qui est bienveillant, puis il n'y a pas vraiment de discussion à avoir là-dessus. Je pense que c'est un bon contexte pour faire des comparaisons entre les générations, par exemple autour des pratiques qu'on considère comme bienveillantes avec les enfants. L'éducation des enfants, rapidement, on peut constater que ça ne va pas de soi finalement parce que les choses ont changé beaucoup. Le rapport justement aux punitions corporelles, tu sais, c'est intéressant de comprendre que quand on donnait des punitions corporelles dans le passé, c'est pas parce qu'on était méchant, c'est parce qu'on considérait que c'était la manière appropriée et bienveillante de faire apprendre des choses à nos enfants. Puis ça, cette façon-là de situer dans le temps, dans l'espace, de faire des comparaisons, c'est ça qui nous permet d'être en sociologie puis de dénaturaliser des pratiques qu'on va penser spontanément comme allant de soi. Là, je m'égare, par exemple, mais pas longtemps. Un autre bel exemple, je pense qu'on peut travailler, c'est toute la question de l'itinérance aussi, parce que, tu sais, il y a certaines catégories de population qu'on considère comme plus vulnérables, envers lesquelles on essaie de développer des pratiques qu'on considère comme bienveillantes, mais selon, encore une fois, qu'on se situe dans la rue ou qu'on se situe comme intervenant ou qu'on se situe comme décideur public, on n'aura pas la même conception de ce qui est bienveillant, puis on ne tiendra pas compte des mêmes éléments dans notre définition de la bienveillance. Évidemment, un politicien doit tenir compte peut-être de la réalité des personnes dans la rue, mais aussi des commerçants, d'un paquet de personnes, tandis que l'intervenant, lui, il ne va pas tenir compte des mêmes choses et la personne dans la rue non plus. Donc, juste de ramener ce rapport différent à la définition de la bienveillance, c'est une clé super intéressante. Puis après ça, on peut faire travailler les élèves sur des vraies controverses là, intéressantes du genre, est-ce qu'on devrait mettre des centres d'injection supervisés dans des quartiers résidentiels? C'est une vraie question, il n'y a pas de réponse facile, mais pour laquelle, là, on comprend que ce qui est bienveillant, là, ça ne va pas de soi définir ça. Puis là, on est vraiment dans le sens du programme CCQ. Puis, dernier exemple, c'est la même chose avec, je pense, l'écologisme. Ça aussi, en secondaire 4, on travaille aussi donc dans la technologie, défis d'avenir, toute la question de la vision du développement durable. Là aussi, c'est facile de tomber dans une posture normative forte, mais travailler avec les élèves sur les différentes conceptions de la protection de la nature ou de l'écologisme, puis qu'il y a différents regards puis selon qu'on se situe, par exemple, dans une grande ville, dans un milieu rural, dans une communauté autochtone, on n'aura pas le même regard sur ces questions-là.
ça permet justement d'élargir les perspectives puis de dénaturaliser cette question-là. Peut-être avant d'aller aux questions, où je voulais rajouter un élément, mais sur les tensions entre différentes visions de la bienveillance, l'aspect d'invisibilisation, je pense que ça, c'est super intéressant. Puis de manière générale, quand on est dans l'angle sociologique, qu'est-ce qui est visible, qu'est-ce qui est invisible, qui est révélateur de réalité culturelle, c'est toujours quelque chose qui peut être intéressant, mais en lien avec l'itinérance, si vous avez parcouru les réseaux sociaux dans les dernières semaines, il y a eu comme une petite controverse à un moment donné pour une propriétaire de pizzeria qui se plaignait qu'elle avait vu des itinérants à Québec. On souhaiterait que ce soit invisible, justement, dans les restaurants. Comment on va déterminer qu'un service est bon? Bien, dans certains restaurants, ça va être l'invisibilité du personnel. Mon verre d'eau était tout le temps plein, je ne m'en suis même pas rendu compte. Hey, ils sont venus, ils ont enlevé les assiettes. On ne sent pas si vous avez travaillé dans des restaurants sans être des grands restaurants, mais on ne mettra pas un parfum pour ne pas déranger. Donc, c'est des éléments quand même qui relèvent de ça, du souci de l'autre. Les femmes de ménage, hey, j'ai juste tassé mes souliers un peu. La femme de ménage est venue, puis c'est propre. Je ne l'ai pas vue, elle est venue un mardi après-midi. Donc, ça rentre là-dedans. Le travail de santé également. Puis cet élément-là du souci de l'autre, qui est dans la définition là, quand même, c'est les relations qui sont motivées par une forme d'altruisme ou de souci de l'autre. Le fait qu'il y a plusieurs visions de ça peut amener justement des tensions, puis c'est là qu'on peut aller justement basculer dans l'éthique, mais dans des situations très personnelles, des parents qui agissent d'une façon. J'ai fait le ménage de ta chambre, je pensais que tu aimerais ça. Ben non, tu sais, ça a mis toute ma chambre à l'envers, puis là, j'ai perdu. C'est à cause de toi que j'ai perdu mon CD de Van Halen. Mais. Chose qu'on entend régulièrement. C'est le premier truc qui m'est venu en tête, là, tu sais. Non, même pas. Je pense que c'est juste on a vu une voiture hier avec une plaque qui s'était écrit Van Halen. Mais, tu sais, ça amène des tensions qui sont véritables dans plein de situations, beaucoup plus interpersonnelles, mais qui peuvent être révélatrices justement de ça, de la bienveillance. Puis on dépasse la caricature de « Ah, il faut être bienveillant puis pas se chicaner ». Tu sais, souvent on entend ça dès qu'on parle de bienveillance. Il y a des gens qui peuvent tomber dans la caricature alors que c'est pas ça du tout. Il y a plusieurs visions possibles de bienveillance. Puis justement, les punitions corporelles, ça pouvait être fait dans un esprit bienveillant en se disant « je le fais dans le souci de l'autre, ça va être mieux pour lui à long terme », mais sans vraiment valider les impacts réels. Puis il y avait une émission à Télé-Québec, là, Stéphane Bureau, qui interrogeait des gens sur la bienveillance, puis il n'était pas capable de s'entendre sur la définition de la bienveillance. Quand même, un extrait, c'est genre 12 minutes, puis c'est comme pour montrer à quel point la bienveillance, ça veut dire tout et n'importe quoi pour tout le monde. Là. C'est assez riche. Est-ce qu'il y avait des interventions, questions? Je vais aller derrière puis revenir. Bonjour, Julie Vallée, CSSPO, prof de CCQ, mais formée en sexologie. Alors moi, je l'ai abordé vraiment, la bienveillance, avec l'autre partie de tout ce qui est relations intimes, violence. On est parti du départ, l'impact de la vision de couple que tu as de tes parents, quel impact ça peut avoir dans ta propre vie amoureuse, quelles sont les valeurs qu'on peut identifier qui seraient les plus aidantes quand je sais que dans ma famille, il y a ça ou quand, bon. Fait que ça a été intéressant parce qu'après ça, j'ai même touché à cyberviolence, sextorsion, consentement. Fait que j'ai pu agrandir le tout. Puis ce qui m'a touché le plus, c'est que vraiment à la fin, plus du dossier, c'était maintenant en équipe, vous allez me formuler si j'avais un petit guide à faire pour le reste des jeunes de l'école, vos 3 meilleurs conseils à quelqu'un qui vit dans une situation de violence, de quelle façon on pourrait les aider le plus possible. Écoutez, ça a été du bonbon, là. J'aurais voulu relier leurs réponses, mais c'était toujours dans le sens de comment on pourrait peut-être soutenir. J'ai essayé de faire travailler la bienveillance à travers leurs conseils de jeune à jeune, en tout cas. Fait que moi, c'est ça, ma déformation professionnelle d'être allée plus vers les relations amoureuses, tout ça, mais ça a été de loin aussi un dossier où est-ce que j'ai eu le plus de témoignages à la fin du cours et des suivis à faire avec les TES et compagnie, mais ça a ouvert une porte d'entrée incroyable. Moi, ce que je trouve intéressant avec votre exemple, pour ne pas retomber dans une posture
normative ou morale, justement, de dire voici ce qu'est la bienveillance. C'est peut-être de venir situer, quand on donne des conseils ou on peut le présenter comme le résultat de notre réflexion éthique liée à une situation ou un contexte particulier, puis de la présenter comme telle pour éviter finalement de regénéraliser, puis de dire si on veut être bienveillant dans une relation amoureuse, voici ce qu'il faut faire. Ça peut être une stratégie, en tout cas intéressante, peut-être dans une étape ultérieure. Mais on est toujours dans cette frontière-là, c'est normal, parce qu'on est avec un concept qui est très normatif. Puis, tu sais, le contexte de relation amoureuse est justement propice, effectivement, à voir des mises en tension de conception de la bienveillance implicite qui vont rentrer en tension, puis pour lesquelles nos jeunes, finalement, puis nous adultes aussi parfois, je veux dire, auraient intérêt justement à comprendre qu'on procède de conception de la bienveillance différente et que c'est l'explicitation de ces conceptions-là nous permet d'entrer en dialogue, mais tu sais que si on n'a pas cette explicitation-là de comment on le définit, sur quoi on s'appuie, bien, on reste finalement plus dans la tension plutôt que dans le dialogue. C'est important peut-être pour moi de dire aussi que les exemples en relations interpersonnelles sont super importants. Ils sont peut-être plus spontanés pour nous parce que, tu sais, on l'aborde souvent sur le mode du comportement individuel. Fait que c'est pour ça que je vous invite à faire l'exercice de trouver des exemples collectifs pour pouvoir peut-être être sur les deux plans, tu sais, de toujours dire, tu sais, c'est pas juste une affaire individuelle ou interindividuelle, mais ça se passe aussi à l'échelle politique. Puis un livre comme celui de John Tronto, Un monde vulnérable, c'est justement à ça qui nous invite, à politiser, mais pas au sens de militer, là, mais au sens de faire ressortir la dimension politique du care. Puis, tu sais, les exemples qu'on a donnés avec l'itinérance, par exemple, peuvent être, tu sais, des compléments. Est-ce que c'est bienveillant d'interdire aux itinérants de dormir dans le métro? Mais du point de vue de qui se l'est, du point de vue de qui se l'est pas, c'est vraiment intéressant. Puis ça peut aussi, je pense, intéresser les jeunes pour voir que ces questions-là ne se posent pas juste dans leur vie personnelle, mais se posent aussi dans leur citoyenneté. Le temps avance, donc peut-être... Ah, ben, tu avais une intervention? Au pire, on s'en parlera après. Là. Est-ce que je pourrais avoir des éclaircissements sur la différence entre la bienveillance et la solidarité? Parce que, bon, j'enseigne en 2, puis là, je vois des affaires, puis je suis comme « Oh mon Dieu, est-ce que je m'en vais dans le programme de 4? » Parce que, tu sais, on parle de liens intergénérationnels, on parle d'écosystèmes, quand tu me parlais de protection, quand vous nous parliez de la protection de la nature, l'entraide familiale entre les proches, fait que là, je ne suis pas sûre de savoir c'est quoi la différence. C'est chaud. Encore une fois, c'est une mise en abîme infinie. Il y a des liens, mais en secondaire 2, on le travaille vraiment dans le contexte d'une approche plus vraiment de la citoyenneté. Donc, les mécanismes de solidarité sociale mis en place à l'échelle de l'État, puis à l'échelle aussi des familles, mais comment il y a des dynamiques familiales mises en place justement pour assurer cette espèce de soutien aux personnes qui en ont besoin temporairement ou aux générations aux enfants, aux aînés, tout ça. C'est plus à cette échelle-là. Ici, la bienveillance, c'est qu'on est vraiment plus dans la définition des comportements, la priorisation des actions, mais socialement aussi, quelle place ça occupe, puis les pratiques elles-mêmes. On travaille beaucoup au niveau des pratiques là, quand on travaille les questions de bienveillance. Dernier concept, mais non le moindre, 5e secondaire, construction de soi, qu'on retrouve dans le thème quête de sens et vision du monde, articulé avec intégration sociale et culturelle et forme de savoir. Donc, on trouve dans Construction de soi quand même les questions philosophiques et existentielles avec l'agentivité sexuelle et l'affirmation de soi, avec la réflexion sur soi et l'introspection. Donc, on a quand même plusieurs questions. C'est un thème qui n'est pas si facile à comprendre dans sa globalité. On peut lire les orientations, les relire. Ça peut prendre un moment avant de comprendre comment le tout s'articule, tous ces concepts, les concepts particuliers. Donc, on va prendre, parce que c'est celui qui ressortait Construction de soi, puis ça va nous permettre d'éclairer des trucs. Donc, c'est un processus de développement des perceptions qu'une personne a d'elle-même. Ce processus se nourrit de l'ensemble des expériences et relations sociales établies tout au long de la vie. Le soi comprend à la fois les caractéristiques, les habiletés, les attitudes et les valeurs que la personne s'attribue. Donc, encore une fois, un concept qui est lié aux autres qu'on a vu avant, assez clairement. Souvent, la construction de soi est abordée en psychologie. Hein? C'est un processus psychologique.
Ici, encore une fois, on essaie de ne pas être en psychologie, donc plutôt en sociologie ou en philosophie. Le soi, quand même, c'est un concept philosophique fort, donc on peut aller s'alimenter aux écrits en philo, mais aussi aux écrits en sociaux. Donc, ce n'est pas tant les processus intrapsychiques, on va le dire comme ça, qui nous intéressent ici, que le rapport aux normes, aux idées, aux grandes questions existentielles, à la culture, qui vont donc alimenter notre rapport au monde et à soi, mais dans une posture plus prospective, plus actif d'agentivité de ce qui est en train de se passer, notamment en transition vers l'âge adulte pour les élèves en secondaire 5. Mais c'est pour ça que la socialisation est super importante, parce que là, justement, on a appris à travers la socialisation en première secondaire, en deuxième secondaire aussi, en quatrième secondaire, de quoi on procède. Comment on a été constitué à travers notre héritage, nos relations, nos dynamiques d'appartenance. Puis là, dans le fond, en secondaire 5, ce thème-là, quête de sens et vision du monde, il est vraiment pensé pour comprendre comment on se projette ensuite dans l'avenir, comment on se construit, comment toute la dimension, puis on va le voir, là, mais d'agentivité, de libre arbitre, c'est là aussi où on le réintroduit à travers ça. Puis on veut que les élèves comprennent justement que les choix qu'on fait à partir de l'âge où justement on nous laisse faire de plus en plus de choix vont avoir un effet à la fois là, sur l'intégration sociale et culturelle qu'on aborde dans l'autre concept, mais aussi sur la définition de soi, sur la manière dont on se perçoit puis on se définit. Donc, encore une fois, si les questions pertinentes qu'on pourrait se poser, c'est comment le soi, justement, se construit à travers les relations sociales dans une diversité de milieux et de groupes d'appartenance. Comment les réflexions sur nos manières de penser, de ressentir et d'agir. Donc, c'est quoi, c'est les manières de ressentir, de penser et d'agir? C'est la culture, mais donc les questions existentielles, les questions de fond sur, c'est quoi le sens de ma vie, qu'est-ce que je vais en faire, c'est quoi le bonheur, toutes ces grandes questions existentielles-là pour lesquelles il y a plein de réponses dans les disciplines de référence, particulièrement la philo pour ces questions existentielles-là. On rappelle qu'en secondaire 5, un des objectifs un peu cachés, en fait, qu'on n'a pas explicité parce qu'on ne voulait pas qu'on se mette à faire des listes d'œuvres et des affaires de même, là, mais qu'en secondaire 5, on peut commencer à préparer aussi les élèves davantage à leur passage vers le cégep, puis leur donner accès aussi justement à des fois des extraits d'œuvres qui abordent ces questions-là. Donc, c'est pour ça que les questions existentielles y ont été ramenées en secondaire 5, entre autres. Donc, comment tout ça contribue à construire le soi. Et les références, donc, je vous en ai mis quelques-unes pour vous montrer que oui, le soi, ça se travaille aussi en sociologie. En philo, on le sait que ça se travaille, je pense qu'on a quand même plusieurs classiques aussi, en fait, toute l'histoire de la philo, pardon. Mais donc, ici, j'ai mis 3 exemples français. Jean-Claude Kaufmann, qui s'est intéressé donc à cette question-là de l'identité, de la construction de l'identité. François de Saint-Gly aussi, qui s'intéresse en particulier à l'adolescence dans cet ouvrage-là. Mais c'est des auteurs qui se sont beaucoup intéressés aussi aux relations conjugales, là, les deux. François de Saint-Gly, le mariage, puis vraiment Jean-Claude Kaufmann, les arrangements conjugaux. Puis David Le Breton aussi, qui travaille beaucoup sur la question de l'individu puis des émotions, mais dans une perspective sociologique, à l'adolescence puis à l'entrée dans la vie, justement, adulte. Et au Québec, j'ai mis juste 2... Là, c'est des articles, ce coup-ci, parce que je les trouvais vraiment intéressants, mais Marguerite Soulière, qui est une anthropologue qui a travaillé vraiment sur la construction de soi chez les adolescents, fait que dans une approche anthropologique. Puis ici, Marie-Ève Lang, qui a écrit parmi les premiers travaux, je dirais, francophones au Québec sur l'agentivité sexuelle des adolescentes. Agentivité sexuelle qu'on a mis dans ce concept-là dans le programme précisément parce que ça procède de la construction de soi, l'idée de définir ce qu'on veut, comment on va se positionner par rapport à sa sexualité. Voilà. Donc, les ressources ici, on vous a mis, je vous ai mis, c'est un peu différent des autres. Là. J'ai mis l'Observatoire Jeunes et Société, où on a quand même beaucoup de choses intéressantes qui peuvent toucher ce genre de questions-là. Dans la Gazette des femmes aussi, toute la question de l'agentivité sexuelle est quand même assez régulièrement abordée dans une approche qui est plutôt journalistique, donc souvent qu'on peut mobiliser dans l'enseignement de CCQ.
Puis, en dernier lieu, j'imagine que vous connaissez, là, mais moi, les capsules Philopop de Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques, sur Télé-Québec, je trouve qu'ils sont vraiment intéressants pour travailler les questions existentielles parce qu'il va justement mobiliser des auteurs classiques puis des références de culture plus populaire qui va mettre en perspective pour des concepts qui sont parfois directement dans le programme, des fois assez proches pour pouvoir les utiliser. Et donc, on a déjà des perspectives différentes, puis en même temps, un accès un peu à la discipline, fait que à la philo. Fait que j'ai trouvé ça, je trouve que c'est une ressource, je pense, qui est intéressante à aller explorer. Puis maintenant, pour les exemples, je vais juste dire 2 mots, puis après ça, je laisse la parole à Alex. Mais je pense que ce qui est important, le lien avec la socialisation dans le programme, on peut le travailler avec les élèves vraiment comme le moment charnière du passage à l'âge adulte, de faire parfois une espèce de bilan de quoi on hérite, quel est notre héritage en termes justement de normes, de valeurs, de projets de vie, etc. Puis comment finalement il y a un devenir lié au soi, qu'on peut contribuer auquel on peut réfléchir pour soi, mais de façon plus générique, là, comme adolescent, évidemment. Donc, de le travailler comme en trajectoire de vie, ça peut être un angle intéressant ici pour travailler le soi, justement, comme le produit des relations qu'on a depuis qu'on est enfant et qu'on élargit et qu'on transforme progressivement à mesure de l'entrée dans l'âge adulte. Puis, dernière chose, donc, je pense que l'agentivité sexuelle, c'est souvent un concept qui est pensé d'une façon aussi assez psychologique, mais c'est important de le travailler justement avec la notion de norme sociale. Donc, de comprendre que le pouvoir d'agir sur sa vie, de se définir en matière de sexualité, ça va dépendre des normes qui nous entourent dans notre milieu. Donc, l'agentivité, c'est toujours le rapport aux normes, notre capacité à prendre une distance par rapport aux normes ou à librement choisir d'adhérer à des normes. Donc, ce n'est pas très concret comme exemple, mais je me permets quand même de vous le dire. Puis, avant de laisser la parole à Alex, je veux juste rappeler que souvent, les normes là, en sociaux, on peut avoir l'impression que c'est quelque chose qui nous contraint, mais ce n'est pas que contraignant une norme, c'est aussi ce qui permet au sujet d'émerger, c'est-à-dire c'est à travers les normes qu'on peut se définir, qu'on peut se positionner. Donc, ce n'est pas que négatif, les normes sociales, hein? C'est les deux. C'est vraiment à la fois une contrainte et une condition de possibilité. Je suis un peu intense, là, mais je m'arrête. Là, c'est le congrès, là. Il faut se gâter. Pour agentivité sexuelle et affirmation de soi, dans construction de soi, ça peut être intéressant. Puis il y en a 5 qui sont probablement capables de le faire avec eux. Justement, pour sortir un peu du psycho, de regarder un peu, pas le mythe, mais l'idée de l'âme sœur. Venir déconstruire dans une perspective sociologique l'idée d'âme sœur avec les jeunes, parler d'endogamie, d'exogamie, d'aller voir des données sur comment se forment les couples, des trucs comme ça. Donc, tu sais, ils sont capables d'en prendre, puis ça nous permet aussi d'aller voir. Ça peut être quelque chose qui pourrait être accrocheur là, pour traiter ce genre de sujet. Puis pour les questions existentielles et les formes de savoir, parce que je pense que, d'après les questions qui me viennent des profs, des CP, des fois, la difficulté, c'est de, OK, oui, parfait, le passage à l'âge adulte, les choix, les étapes importantes, ça, je le comprends. Puis il y a les questions existentielles et les formes de savoir, tu sais, comment je fais pour articuler tout ça ensemble. Donc, là, ce n'est pas une proposition, si vos élèves ne sont pas là-dedans pantoute, n'allez pas aborder ce sujet-là, mais en ce moment, tu sais, il y a vraiment ce retour des idées stoïciennes, souvent ils appellent le broicism, là. Ils reprennent des idées de dépassement de soi, des fois dans des milieux de l'entraînement, puis même des fois proche du masculinisme, des trucs comme ça. Donc, il y a vraiment Marc Aurèle, il pogne au bout, puis il y a plein de gens qui font la pièce avec des ouvrages stoïciens. Fait que des fois, tu peux prendre des idées anciennes, philosophiques, comment sont récupérées, comment ils influencent la construction de soi, l'intégration sociale et culturelle. Fait que si tu vois que c'est des idées qui ont un impact dans ta classe et qui sont pertinentes, bien, c'est exactement le genre de thème où on peut venir explorer ça, nuancer, voir comment les idées sont propagées. Et puis on peut parler des réseaux sociaux, etc. Donc, je trouvais que c'était une bonne... personnellement, mettons, si je voyais que c'était présent dans ma classe, ce serait un genre d'angle d'approche qu'on pourrait faire pour regrouper questions existentielles, formes de savoir avec la construction de soi et l'intégration sociale et culturelle. Bref, une belle intégration de tous les concepts du thème. Donc, il nous reste 5 minutes. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires sur ce dernier concept-là? Merci, Alex.
Je parlais avec ma voisine tantôt, puis on se disait, les deux, on a choisi, sans se connaître, là, le bonheur en secondaire 5. Moi, c'est mon dernier dossier puisqu'il nous quitte pour le vaste. Puis j'ai commencé par introspection, des questions personnelles, plein de questions. Ton métier de rêve, aider pour la dernière fois dans ta vie. En tout cas, puis on a fait des discussions. Puis après ça, je suis passée au bonheur philosophique. Donc là, on a vu une petite introduction au philosophe. Quand je vois forme de savoir, je ne sais pas si je suis dans le champ, mais on a analysé les formes, on a classé les formes de réponses aux questions existentielles. Donc les réponses plutôt mythologiques, sociologiques, religieuses, en tout cas, à tendance, puis tout ça. Puis là, la semaine prochaine, je vais aborder le bonheur sociétal versus les réseaux sociaux, puis Télé-Québec en classe, là. Voyons, j'ai encore oublié. La dictature du bonheur, c'est le documentaire que j'ai choisi avec une grille d'écoute qui parle justement de l'impact de voir toujours les gens heureux sur les réseaux sociaux, quel impact ça a. Puis je termine parce que je veux me gâter en tant que sexologue de formation. Là, je finis avec le bonheur, je l'ai appelé scientifique entre guillemets, mais là, je vais aborder les hormones. On va parler puis là, je vais finir avec un tableau distinction, excitation sexuelle, désir sexuel, amour, puis on va patauger là-dedans, là. Mais c'est du bonheur de parler du bonheur en secondaire 5. Juste vous dire que c'est un thème qui est facile, d'après moi, à couvrir plein de choses différentes. Je voulais juste vous partager ça, si ça peut vous inspirer. Super, merci pour l'exemple. Il y a quelqu'un derrière, fait que je vais lui donner la parole tout de suite. Merci. Bonjour, Mélanie, je suis de la commission scolaire Marie-Victorin. J'ai une question à propos des formes de savoir. Je pense que j'ai compris comment les utiliser, comment ne pas aller en détail dans chacune des formes de savoir, mais si on lit rapidement dans le programme, c'est plus comment il y a un lien entre les formes de savoir et la construction de soi, comment des réponses ont été données, comment ça peut servir dans la construction de soi et des relations. Mais ce que je me demande, c'est est-ce qu'il y aurait moyen plus tard de revenir sur ce qui a été mis dans le programme, parce que le tableau forme de savoir est très... c'est quoi le contraire d'exhaustif? Il est très... il n'y a pas beaucoup de descriptions succinctes. Puis je pense que c'est l'intention, mais après, pour s'en servir, ça devient plus difficile parce que... si, mettons, justement, j'essaie d'emmener les élèves, OK, toi, ça vient de quelle forme de savoir? Il n'y a pas de définition nécessairement. Fait que pour un élève, d'entendre des mots comme philosophie et tout ça, ça reste vague, ou de faire la différence avec une idéologie. Est-ce qu'il y aurait possibilité éventuellement de revoir cet aspect-là ou de l'approfondir? C'est une suggestion. Merci. Puis c'est une question fort importante, puis c'est une complexité du programme, effectivement, puis pour lequel il n'y a pas tant de références très précises parce que ça nous amène plus aux réflexions épistémologiques sur comment se construisent les savoirs, dans quel contexte, pour quelle visée. Elles vont répondre à quoi ces différentes formes de savoir-là. Et donc, ça transcende un peu l'esprit du programme du début à la fin, à travers la compétence aussi. Fait qu'on retient l'idée, puis on sait qu'il y a un besoin à ce sujet-là. Fait qu'on va essayer de vous proposer quelque chose à un moment donné. Mais voilà, le but, c'est pas de faire des exercices là, d'énumération de formes de savoir ou d'association. C'est vraiment de comprendre que les savoirs ont différentes fonctions et vont répondre à différents besoins, à différents types de questions. C'est vraiment ça. Et que leur pertinence va relever de la question qu'on se pose, puis que des conditions de production de ces savoirs-là aussi, qui servent à différentes choses finalement, qui n'ont pas de valeur absolue. Que la science n'est pas toujours mieux que la philo ou que d'autres formes de savoir, que ça va dépendre du contexte social d'utilisation, de l'usage. Mais voilà, donc je pense que oui, c'est la fin. Gênez-vous pas, si vous voulez approfondir les questions qui n'ont pas été prises, écrivez-nous, ça va nous faire absolument plaisir. Ceux qui sont, merci les gens en ligne d'avoir assisté. C'était notre atelier plus théorique. S'il y en a on a un autre atelier après, s'il y en a qui veulent, c'est vraiment plus pratique avec des dossiers documentaires. Donc, ça va être un autre format. Donc, merci beaucoup de votre écoute, puis bon congrès. Merci à tout le monde.